Monsieur Morin, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je sais que Stéphanie a beaucoup échangé avec vous pour organiser cet échange. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans notre métier, vous êtes vraiment une référence pour nous. Une référence parce que grâce à ce que vous avez élaboré, clarifié autour de la complexité, nous avons pu nous bâtir notre métier pour accompagner les organisations et l'évolution de la société. Donc vous êtes vraiment un référent pour tous les coachs professionnels. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes si touchés de vous accueillir aujourd'hui et de partager avec vous votre pensée, vos approches et comment nous pourrions contribuer encore mieux à permettre à chacune et chacun dans la société de trouver sa place, de contribuer, de se sentir acteur de ces évolutions, de se sentir acteur de cette complexité qu'il s'offre à eux. Donc merci beaucoup pour ce temps d'échange avec vous. Je voudrais vraiment vous remercier, Monsieur Morin. Je suis très émue. C'est vrai que ça a été compliqué. La complexité, nous l'avons vécue en tout cas dans nos échanges. Mais je suis vraiment très heureuse et très émue de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence et cette interview. Voilà, et en tout cas au nom de toute l'équipe Colloque qui suit ces évolutions depuis maintenant presque un an, même plus d'un an, voilà, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir au 16e colloque de l'EMCC. C'est moi qui vous remercie de votre attention et j'espère que nous avons enfin réussi cette rencontre difficile à faire. Edgar, j'avais une question, j'allais dire presque plus personnelle à vous poser. Vous vous êtes beaucoup penché sur la notion de complexité, sur la pensée complexe, sur le regard sur la complexité. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, est-ce qu'il y a eu un événement dans votre parcours qui vous a permis de vous centrer sur cette problématique du complexe? Sans doute, il y a eu plusieurs étapes, mais une étape importante, c'est quand j'ai travaillé à mon livre qui s'appelle « L'homme et la mort ». Et je m'interrogeais donc sur les attitudes humaines à l'égard de la mort. Alors, j'ai passé plus d'une année à la Bibliothèque nationale parce que je me rendais compte que pour comprendre ça, il fallait que je voie les attitudes des sociétés les plus archaïques, anciennes, celles qu'ont étudiées les anthropologues, les attitudes des religions, qui sont dans toutes les sociétés. J'ai donc fait à travers l'histoire, la sociologie, les religions, les psychologies, la psychanalyse qui s'est montrée du reste très importante, pas seulement Freud, mais Rank, Jung, Adler et autres. Bref, et alors, j'ai dû savoir comment réunir en faisceau quelques résultats. Bon, un premier résultat qui est banal, si vous voulez, mais c'est intéressant, c'est que il n'existe pas de société sans religion et sans mythe. Et pour moi, ça a été aussi une découverte très importante parce qu'à l'époque, j'avais une conception marxienne ou marxiste où je pensais que le monde des mythes, des idées était une superstructure et que la réalité était strictement économique. Et je me rendais compte que c'était beaucoup plus complexe, que les idées, les mythes, les croyances jouaient un rôle aussi important que les déterminations économiques. Donc, sans avoir encore le mot de complexité dans ma tête, j'avais une vision déjà beaucoup enrichie de la condition humaine. Et deux choses qui étaient paradoxales me sont apparues, qui en fait étaient complexes. La première, c'est que dès la préhistoire, dès le néolithique, les êtres humains savent que la mort, c'est un processus de décomposition du cadavre. Et bien entendu, c'est un processus qu'ils jugent dangereux,
on les enterre, on les brûle, on les cache, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette conscience tout à fait réaliste de la mort n'a nullement empêché dans toutes ces sociétés de penser qu'après la mort, il peut y avoir soit une survie de l'esprit, de l'âme, du fantôme, soit une renaissance dans un autre animal, c'est-à-dire que dans le fond, l'humanité, sauf la minorité de gens aujourd'hui qui sont non-croyants et qui pensent que la mort est définitive, dont je suis, mais que dans l'histoire de l'humanité, cette capacité de reconnaître la mort et de la nier en même temps. La deuxième chose, c'est que les êtres humains font tout pour lutter contre la mort. Ils ont horreur de la mort. Chaque moment de vie et de respiration est une réaction contre la mort. On se protège, on va voir le médecin. Actuellement, on voit très bien à quel point on essaye d'éviter la mort à cause de la pandémie. Donc, l'humanité a horreur de la mort, et pourtant, il se trouve, dans certaines circonstances, où, pour sa patrie, pour son parti, pour sa religion, pour sa famille, on est capable de risquer sa vie et de mourir. Donc, si vous voulez, on est à la fois des êtres qui ont horreur de la mort et qui est donc capable de prendre le risque de mourir ou même d'aller à la mort, de nous sacrifier pour autrui, pour la collectivité. Donc, j'arrivais nécessairement, disons, à la complexité sans encore avoir le mot.